Aujourd'hui, je me tiens devant vous en tant que président, empli de fierté à l'idée d'inaugurer le pont John Palmer Gafuli. Cette structure incarne la promesse que la Tanzanie s'est faite à elle-même, réalisée par notre peuple, pour notre peuple, sans dette ni retard. Un ouvrage flambant neuf a soudainement émergé, traversant le lac Victoria en Tanzanie. Ce pont est d'une longueur impressionnante. Il s'étend sur 3 km et 200 mètres d'un rivage à l'autre. La Tanzanie a entièrement financé ce projet par ses propres moyens. Aucun fonds étranger n'a été sollicité. Aucun prêt n'a été contracté. Les donateurs n'ont pas été sollicités. Désormais, ce pont détient le record de la plus grande longueur à la fois en Afrique de l'Est et en Afrique centrale. Beaucoup de personnes se posent désormais des questions. Comment la Tanzanie a-t-elle pu accomplir cela toute seule? Pourquoi avoir choisi ce moment précis pour ériger cette construction? Quel bouleversement cet ouvrage apportera-t-il au continent africain? Nous allons explorer tous ces sujets, en avançant étape par étape pour percer le secret de cette réalisation. Personne ne s'attendait à un tel événement. Nul n'imaginait une construction d'une telle ampleur. Personne ne pensait que le pont serait prêt aussi rapidement. Puis, le 19 juin 2025, alors que le soleil commençait à pointer à l'horizon, des milliers d'habitants de Tanzanie se sont rassemblés au bord du lac Victoria. Épaule contre épaule, ils observaient l'étendue d'eau. Quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. Émergeant de la brume du matin, le pont se dévoilait, telle une immense colonne vertébrale faite d'acier et de béton, s'étirant loin au-dessus du lac. Il n'y avait pas de feu d'artifice pour fêter l'événement, le pont n'en avait pas besoin. Sa simple présence suffisait à insuffler l'enthousiasme et la joie. L'émotion était plus vibrante que toutes les explosions festives. Les enfants, désireux d'avoir une meilleure vue, grimpaient sur les toits des maisons. Les commerçants des marchés abandonnaient leurs étals pour observer la scène. Même les pêcheurs locaux étaient venus, certains n'ayant jamais quitté leur petit village auparavant. Ils se tenaient en silence, scrutant les premières automobiles qui s'élançaient sur le tablier du pont. En Tanzanie, la construction de grandes infrastructures, qu'il s'agisse de routes ou de ponts, s'étire souvent sur de longues années. Les ambitions sont vastes, mais les réalisations traînent en longueur. Pourtant, ce pont semblait défier le temps lui-même, comme si les heures accéléraient ou se pliaient d'une façon inhabituelle. Le nom officiel du pont, John Pombe Magufuli, n'était jusqu'alors qu'un projet griffonné sur du papier, rangé dans un vieux dossier d'urbanisme. À présent, il existe réellement. Il est robuste, à la disposition de tous. Ce qui rendait ce moment si mémorable, ce n'était pas seulement l'immensité de l'ouvrage. Certes, avec ses 3 km et 200 mètres, il est désormais le pont le plus long d'Afrique orientale et centrale. Mais l'étonnement venait surtout du bouleversement qu'il provoquait. Avant, il n'y avait que l'eau pour séparer les deux rives. Les habitants dépendaient de ferries peu fiables. Ces traversées étaient lentes. Les files d'attente étaient interminables. Parfois, les eaux étaient calmes, d'autres fois, elles devenaient houleuses. Maintenant, grâce au pont, tout a changé. Hier encore, les gens perdaient leur temps à attendre sur l'eau. Le lendemain, ils franchissaient le lac en quelques minutes, fenêtres ouvertes, musique à fond, laissant derrière eux tous les tracas du passé. Les médias ont accouru pour relayer l'événement. Caméras de télévision, journalistes et photographes s'étaient rassemblés. Même les reporters les plus aguerris peinaient à décrire ce qu'ils voyaient. Certains qualifiaient l'ouvrage de miracle d'ingénierie africaine. D'autres suggéraient qu'un tel chef-d'œuvre semblait trop parfait, presque comme s'il avait été conçu en secret. Un journaliste étranger s'est exclamé « Je pensais que ce genre de projet titanesque ne voyait le jour qu'en Asie ou en Europe, pas en Afrique, pas en ce moment. » Et pourtant, cela s'est produit. Cela s'est produit en Tanzanie, et non dans les grandes villes réputées comme Dar es Salaam ou Arusha. L'événement a eu lieu dans la région du lac, une zone souvent négligée, ce qui a donné encore plus d'importance à cette inauguration. Les coins tranquilles du pays se sont soudain retrouvés sous les projecteurs. Ce jour-là, pour l'ouverture officielle, la foule s'est pressée en masse pour admirer le pont. Des milliers de personnes se tenaient côte à côte au bord du lac. La brume matinale flottait encore sur les eaux, signe que la journée commençait à peine. Le pont imposant se dressait, fort et majestueux. L'allégresse régnait parmi la foule. Depuis les toits, les enfants agitaient joyeusement les bras. Les vendeurs, absorbés par ce spectacle, en oubliaient leur marché. Les pêcheurs, habituellement tapis dans leurs barques, restaient immobiles, fascinés par la scène.
Bientôt, les voitures commencèrent à défiler sur cette merveille d'ingénierie. À cet instant précis, une fierté nationale vibrait dans le cœur de chacun. Le pont n'avait pas besoin de grands spectacles, ni de feux d'artifice ou de musique tonitruante. Sa stature et sa force suffisaient à captiver tout le monde. Telles l'échine d'un animal géant, il s'étendait au-dessus des eaux. Dans un pays où nouvelles routes et ponts se font rares et souvent attendus pendant des années, cette inauguration représentait un bond spectaculaire vers l'avenir. Les habitants avaient le sentiment d'une avancée fulgurante. Très vite, le nom de pont John Pombi Magufuli devint célèbre, chacun en parlait. Avant cela, traverser le lac Victoria était une épreuve. Les bacs constituaient la seule option. Ils exigeaient beaucoup de patience, entre l'attente pour embarquer et la traversée lente. Parfois, ils tombaient en panne. On pouvait perdre des heures, voire une journée entière. Désormais, le pont facilite tout. Voitures et camions franchissent le lac en quelques minutes. C'est une transformation immense. Les voyageurs roulent, cheveux au vent, musique à fond. En arrière, ils voient les anciennes habitudes s'évanouir. Les médias étaient en effervescence. Même les journalistes les plus chevronnés peinaient à suivre le rythme des événements. Certains saluaient un exploit africain. D'autres étaient stupéfaits par la rapidité du projet, le comparant à un spectacle inattendu. Les reporters venus d'ailleurs étaient bouleversés. À leurs yeux, de tels ouvrages n'avaient leur place que dans d'autres régions du monde. Pourtant, il avait surgi ici, au bord du lac, loin de la capitale. Cela lui conférait une dimension emblématique. Les endroits oubliés devenaient soudain le centre de l'attention. Le pont porte le nom de John Pombi Magufuli. Il fut président de la Tanzanie avant l'actuelle dirigeante. Il est décédé, mais ses idées et aspirations demeurent vivantes. Lui dédier ce pont dépasse la simple nomination. C'est lui rendre hommage, reconnaître son œuvre. Cela rappelle que son ambition, ses polémiques et sa force de caractère restent gravés dans les mémoires. Pour certains, prononcer ce nom évoque le souvenir d'un chef charismatique et persévérant. Pour d'autres, c'est le rappel que les grands dirigeants laissent des traces durables, telles que ce pont d'acier et de béton. Choisir ce nom, c'est envoyer un message clair. Ce pont n'est pas un événement isolé, il s'inscrit dans un dessein plus vaste. Il concrétise une continuité, la réalisation d'un projet longtemps en suspens, désormais accompli. Samia Suluhu Hassan, la présidente actuelle, a foulé le pont lors de la cérémonie d'ouverture. Elle n'a pas multiplié les discours ni promis de miracles. Point n'était besoin. Le pont en lui-même incarnait le miracle. Elle s'est contentée d'annoncer son ouverture au public. La foule a explosé de joie. Ses acclamations étaient authentiques, une célébration sincère et spontanée. C'était le son d'une nation face à une prouesse extraordinaire. Cependant, au milieu des festivités et des photos, une question persistait dans tous les esprits. D'où provenait tout cet argent? Nulle part, pas une bannière de donateur, pas un remerciement à un autre pays, pas un drapeau étranger, aucune trace d'aide extérieure habituelle. Ce détail intriguait, bien au-delà de la Tanzanie. Car si ce pays avait érigé cet ouvrage colossal sans emprunter ni solliciter d'assistance, ce pont devenait plus qu'une infrastructure. Il remettait en cause les vieilles habitudes. Derrière le rideau, les spécialistes de la région ne s'intéressaient pas seulement à la technique de construction. Ils examinaient aussi l'aspect financier. Réaliser une infrastructure d'une valeur de 300 millions de dollars sans recourir à des prêts, voilà qui était inédit pour un pays en développement. C'est exceptionnel, à contre-courant des croyances dominantes. Beaucoup imaginent que l'Afrique doit s'endetter pour entreprendre de grands chantiers. Ce pont affirme le contraire. L'Afrique peut se suffire à elle-même sans dépendre systématiquement des autres pour sa stabilité. En vérité, la Tanzanie a fait preuve d'audace. Elle a repensé la gestion de ses finances afin de libérer des ressources pour cet ambitieux projet. Ils n'ont attendu l'autorisation de personne. Durant plusieurs années, sans bruit, le gouvernement a rassemblé des fonds provenant de l'intérieur du pays. L'argent tiré de la vente d'or, des récoltes agricoles et des impôts comme la taxe sur la valeur ajoutée. Tout cela a été placé dans une cagnotte spéciale dédiée à la construction d'infrastructures. Il n'y a pas eu de grandes annonces, ni de rencontres avec des bailleurs pour demander un appui. Seulement de la paperasse, de la patience et une détermination sans faille. Grâce à certains anciens documents du Parlement datant de 2020 à 2023 qui ont fuité, il est possible de découvrir leur méthode. Ils ont mis en pause l'achat de certains biens coûteux à l'étranger. Ils ont réduit certaines subventions profitant à la population. Certains autres projets de construction, jugés moins urgents, ont été suspendus. Le recrutement dans la fonction publique a également ralenti.
Ces mesures n'étaient pas destinées à durer toujours, simplement à donner la priorité absolue au pont. Le principe était limpide. Investir une fois, investir intelligemment et posséder l'ouvrage de bout en bout. Lors de sa campagne, la présidente Samir Suluhu Hassan n'avait pas évoqué un tel modèle d'économie nationale solide. Mais une fois qu'elle a succédé à Magafuli, elle a vu de ses propres yeux l'inquiétude des nations africaines face à l'endettement. Elle a donc décidé de changer d'approche. Plutôt que de se demander ce que le pays pouvait se permettre avec de l'aide, elle a posé la question de savoir ce que le pays pouvait transformer pour aller plus loin. Cette démarche était nouvelle. Ce qui la rend encore plus audacieuse, c'est qu'il ne s'agissait pas seulement de refuser les emprunts. Il s'agissait d'éviter toutes les contraintes qui accompagnaient ces crédits. Généralement, dans les grands chantiers africains, les prêteurs étrangers imposent leur mode d'emploi. Ils fixent l'agenda, dépêchent leurs propres experts pour surveiller, recrutent leur main-d'œuvre et exigent que certaines parts du projet reviennent à des sociétés privées. La Tanzanie a dit non à tout cela. Elle a construit le pont avec ses ressources et à ses conditions. Le pont Magafuli est devenu une barrière contre les tourments financiers. Il met à l'écart les tractations interminables avec les bailleurs. Il esquive les exigences qui accompagnent les crédits. Il tient à distance les conseils déguisés en contrôle. Il protège des fluctuations monétaires et des jeux politiques venus d'ailleurs. Ce type de souveraineté est discret, silencieux, mais peut-être le point le plus puissant de toute l'histoire. On en apprend beaucoup sur un pays en observant la manière dont ses habitants se déplacent. En Tanzanie, traverser le lac Victoria pendant de longues années n'a jamais été chose aisée. Il ne s'agissait pas de confort, mais de patience. La traversée en ferry de Kigongo à Busei demandait plus d'1 heure. Cela sans compter le temps d'embarquement, les retards, les pannes fréquentes et l'humeur imprévisible du lac. Certains jours, l'attente était si longue que les passagers pouvaient faire la sieste, acheter à manger et recharger entièrement leur téléphone avant même de monter à bord. Puis, le pont est arrivé, et la notion du temps s'est métamorphosée. Désormais, les voitures qui devaient patienter de longues heures franchissent le lac en seulement 4 minutes. Oui, 4 petites minutes. Ce bouleversement est tel que certains habitants parlent de téléportation d'une rive à l'autre. Les conducteurs regardent encore leur montre en arrivant sur la berge, non par nécessité, mais par habitude héritée de l'époque des ferries. Cela prouve que, si longtemps, le temps dictait leur vie. Maintenant, c'est eux qui le maîtrisent. Les effets se diffusent à grande vitesse. En ces quelques minutes économisées, tout un mode de vie change. Les chauffeurs de camions transportant poissons, coton ou céréales depuis la région du lac vers la grande ville de Dar es Salaam gagnent presque une journée de voyage. Les itinéraires sont devenus plus directs et rapides. Pour les produits périssables, cela fait la différence entre une vente réussie ou une marchandise perdue. Pour les commerçants, cela signifie plus de bénéfices au lieu de pertes. Pour les entreprises ayant besoin de livraisons ponctuelles, notamment dans l'agriculture et la pêche, le pont est bien plus qu'un raccourci. C'est une transformation complète de la logistique. Un chauffeur qui transporte du capitaine depuis Mwanza jusqu'au marché du Rwanda a confié qu'il arrive désormais à destination sans devoir remettre de la glace 2 fois sur son chargement. Ce détail lui économise des frais considérables. Imaginez des centaines de camions effectuant ces trajets chaque semaine. Peu à peu, cela transforme radicalement l'efficacité générale. Cette amélioration ne se limite pas aux frontières, elle les dépasse aussi. Mais il ne s'agit pas uniquement de transporter des marchandises, il est aussi question de déplacer des personnes. Autrefois, les écoliers devaient se lever à 4 heures du matin pour attraper le ferry et aller en classe. Désormais, ils dorment plus longtemps, arrivent à l'école reposés et à l'heure. Le personnel de santé circule plus aisément entre les zones sans craindre les horaires des bateaux. Quant aux femmes enceintes nécessitant une aide urgente, elles ne sont plus retardées par la traversée de l'eau. Elles avancent désormais sur une route solide. L'eau n'attend personne, mais le pont reste toujours fidèle, présent à toute heure. Ce qui est fascinant, c'est que les déplacements sont devenus prévisibles. Autrefois, dans cette région, tout était imprévisible. Les flux de circulation, le commerce, même le tourisme pouvaient changer d'un instant à l'autre. Aujourd'hui, le pont redonne à la région un atout fondamental. La fiabilité. Grâce à elle, les habitants peuvent organiser leur vie, établir des projets, rêver à plus grand. Sachant exactement quand ils arriveront, ils osent partir plus loin. Kigongo et Busesi, naguère séparés, se transforment désormais en une unique zone économique dynamique. La valeur des terres de chaque côté grimpe rapidement.
De nouveaux restaurants et boutiques prospèrent le long des routes menant au pont. De nouvelles façons de voyager voient le jour, renforçant les liens entre la Tanzanie et ses voisins comme l'Ouganda, le Rwanda ou la République démocratique du Congo. Le pont n'est pas qu'une affaire locale, c'est un trait d'union pour tout un continent. Certains stratèges régionaux l'appellent la route commerciale longue distance la plus courte d'Afrique. Autrement dit, ces 4 minutes de traversée ont fait pour accélérer les échanges entre pays bien plus que des années entières de discussions et de réunions. Les camions et les touristes ne sont pas les seuls à profiter du changement. Le pont redessine la carte invisible de la logistique nationale. Les villages autrefois tranquilles du bord du lac deviennent peu à peu des carrefours du transport. Ils accueillent des plateformes logistiques, des entrepôts, parfois même de petites banques. Autrefois négligés, ces lieux voient aujourd'hui défiler le monde et, surtout, génèrent de nouveaux revenus. Si le pont est une machine à déplacer des choses, ce qu'il transporte le plus, ce ne sont pas les voitures ou les marchandises, ce sont des emplois et des opportunités. C'est le prochain volet de notre histoire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner pour découvrir d'autres récits sur la culture, l'histoire, la civilisation et l'identité noire. Continuons ensemble. Tous les ponts supportent un poids, mais rares sont ceux qui portent aussi l'espoir et la promesse. Le pont Magokofuli va bien au-delà du transport de véhicules. Il porte les attentes d'un futur meilleur. Cela se lit dans la création d'emplois, la naissance de nouvelles entreprises, la transformation des quartiers. Les premiers changements, timides, prenaient racine à chaque extrémité du pont. Proche de Kigongo, un grille au bord de la route s'est mis à vendre tilapia grillé et épis de maïs aux automobilistes. Bientôt, un atelier de réparation de pneus a ouvert, suivi d'un deuxième, puis de 3 autres. Avant même de s'en rendre compte, l'ancien embarcadère poussiéreux s'est changé en centre d'activité. Les habitants se sont lancés dans de petites affaires. Ce n'étaient pas de grands projets financés par des investisseurs venus de loin, mais des micro-économies agiles créées par des Tanzaniens, saisis par les nouvelles perspectives qu'offrait le pont. Pourtant, la transformation ne date pas de l'ouverture du pont, elle a débuté bien avant, pendant la construction. Plus de 1500 Tanzaniens ont été embauchés sur le chantier. Beaucoup ont réalisé des travaux habituellement réservés à des ouvriers étrangers. Il y avait des géomètres, des soudeurs, des analystes de structure, des opérateurs de drones pour les prises de vue aériennes. Les entreprises chinoises ont certes été choisies pour construire l'ouvrage, mais avec des règles strictes. Elles devaient former la main-d'œuvre locale, transmettre leur savoir-faire, laisser derrière elles bien plus qu'un simple pont. Et elles ont tenu parole. Pour la toute première fois, les ingénieurs venus de Tanzanie ne se contentaient pas d'observer. Ils prenaient la direction de plusieurs aspects du chantier. Ils étaient présents dans les salles où se décidaient les orientations majeures. C'est eux qui prenaient les mesures, qui élaboraient les calculs. Cette expérience leur a offert une assurance nouvelle. Les ouvriers formés sur ce pont sont désormais sollicités pour d'autres chantiers à travers le pays. On les retrouve sur des projets d'autoroutes, de stades ou de centrales électriques. Ainsi, le pont n'a pas seulement uni 2 morceaux de territoire. Il a rassemblé toute une génération autour d'opportunités inédites. Lorsque les ouvriers ont terminé et quitté le site, l'économie locale ne s'est pas ralentie. Bien au contraire, elle a accéléré. Le temps nécessaire pour traverser le lac est passé à quelques minutes à peine. Les petits commerçants et prestataires de services s'installent le long de ce nouvel axe. Des marchés surgissent là où il n'y avait rien. On y vend des fruits et légumes frais, des téléphones, des vêtements et des matériaux de construction. Chaque heure d'ouverture du pont injecte des ressources dans des communautés autrefois isolées par la distance. Mais l'un des bouleversements majeurs concerne le tourisme. Avant, la région du lac était difficile d'accès pour la plupart des voyageurs. Elle restait en dehors des itinéraires habituels. Désormais, elle devient une halte facile pour tous ceux qui se rendent vers le parc national du Serengeti, l'île de Rabondo ou d'autres lieux de la région du lac Victoria. Les touristes venus de Tanzanie, souvent oubliés dans les plans, découvrent aujourd'hui leur propre pays bien davantage. Pour les personnes aux revenus moyens, les escapades du week-end, autrefois compliquées, sont à portée de main. Il suffit d'un plein d'essence et d'une envie d'aventure. Les lodges connaissent des agrandissements, les maisons d'hôtes affichent complet. Les agences de voyage bâtissent de nouveaux circuits autour du pont, qu'elles considèrent non seulement comme une route, mais comme une destination à part entière. Certaines proposent des traversées à l'aube, paniers de petit déjeuner sous le bras et poses photos au bord du lac. Les chauffeurs de bus ont modifié leur trajet pour profiter du pont. Les sociétés de transport de marchandises ont ouvert des bureaux dans la région. Les vendeurs de terrain assurent que les prix près du pont ont triplé en seulement 6 mois. Ce pont agit comme un moteur. Tout ce qui l'entoure s'anime et se développe.
Au-delà de l'argent et des emplois qu'il génère, ce pont porte une signification plus profonde. Il fonctionne parfaitement. Mais il exprime surtout un message. Il prouve ce que l'Afrique est capable de réaliser sans attendre d'autorisation. Il parle d'héritage laissé par des dirigeants. Il s'agit d'indépendance, de l'audace de repousser les limites de l'ambition. Il y a quelque chose d'inconfortable dans un projet qui réussit trop bien, non parce qu'il rencontre des obstacles, mais parce qu'il révèle combien de temps les gens se sont contentés de peu. Voilà le sens du pont Magufuli, non seulement pour la Tanzanie, mais pour tous les pays du continent, encore en attente d'un feu vert venu des bailleurs. Lorsque la poussière des travaux est retombée et que l'économie s'est éveillée autour du pont, un fait étrange s'est produit. Les félicitations habituelles des grandes institutions occidentales se sont fait attendre. Pas de message sur les réseaux sociaux de la part du Fonds monétaire international, pas de cérémonie officielle avec la Banque mondiale. Le silence. Car ce pont raconte une histoire que ces groupes préfèrent ignorer, celle d'une Afrique qui réussit sans surveillance ou assistance extérieure. Ce n'est pas un hasard si ce pont porte le nom de John Pomba Magufuli. Il fut un dirigeant respecté par certains, redouté par d'autres. Il croyait profondément que les Africains pouvaient construire de leurs propres mains, financer leur avenir et défendre leur voix. Donner son nom à l'ouvrage n'était pas un acte administratif, c'était une affirmation puissante. Cela signifiait que cette idée n'a pas été abandonnée. Elle fait désormais partie du paysage. Plus encore, l'emplacement du pont est symbolique. Il ne se dresse pas dans une capitale peuplée d'ambassades et de médias. Il traverse Mwanza et la zone du lac, des lieux longtemps considérés comme périphériques. Cela bouleverse la carte du développement. Cela éloigne le pouvoir des grandes villes tournées vers l'étranger. Cela le remet entre les mains de régions souvent délaissées par les élites. Le pont Magufuli, c'est la décentralisation gravée dans la terre. Cependant, la force la plus redoutable que ce pont a engendrée, c'est la crainte. Non pas celle qui habite les habitants de la Tanzanie, mais plutôt celle qui saisit ceux qui souhaitent que des nations telles que la Tanzanie demeurent éternellement dépendantes de l'aide extérieure. Lorsqu'un pays parvient à réaliser un projet d'une telle ampleur en s'appuyant uniquement sur ses propres moyens, cela donne des idées à d'autres. Si d'autres veulent tenter l'aventure, tout l'édifice de l'aide internationale, fait de conditions et de contrôles, pourrait vaciller. Déjà en Zambie, les conversations s'intensifient. Certains dirigeants songent à lancer leurs propres projets sans financement extérieur. Au Ghana, des économistes examinent de près la méthode tanzanienne. Au Sénégal, des étudiants posent des questions difficiles. Si la Tanzanie a pu le faire, pourquoi pas nous? Ce pont n'est pas seulement un manuel de construction, c'est un manifeste du courage. Mais l'audace s'accompagne de devoirs. Il appartient désormais à la Tanzanie de prouver que cette réussite n'est pas un simple coup de chance, que l'autonomie peut perdurer, qu'un pont bâti par et pour les Tanzaniens peut résister, évoluer et inspirer d'autres peuples à suivre la même voie. Il faudra rester vigilant. Si cette expérience s'avère fructueuse, il faudra la protéger des tentatives de privatisation, des dettes qui se présentent sous des airs amicaux et des conseillers qui cherchent à reprendre discrètement le contrôle. De tels symboles n'insufflent pas seulement de l'espoir à ceux qui en ont besoin, ils suscitent aussi l'inquiétude chez les puissants. Pourtant, ce qui enjambe aujourd'hui le lac Victoria dépasse le simple cadre du symbole. C'est une idée qui traverse les frontières, un point d'interrogation forgé dans l'acier. Il interpelle chaque nation africaine à qui l'on a dit ce qu'elle ne pouvait pas se permettre, ce qu'elle devait attendre, ce pourquoi elle n'était pas prête. Le pont Magufuli ne souhaite l'effondrement de personne. Il n'en a pas besoin. Il vous pousse à réfléchir. Et si ce projet n'était pas une exception? Et si c'était là le chemin de demain? Et si l'avenir du continent n'était pas attaché à une signature au bas d'un prêt venu d'ailleurs, mais à une pelle, un plan et la volonté farouche de se suffire à soi-même? Car si 4 minutes sur une route bouleversent à ce point la donne, qu'est-ce que 4 années d'indépendance pourraient façonner? Que se passerait-il si l'Afrique cessait de demander la permission? Si agir en solo devenait la norme, et non plus un étonnement? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Si ce pont n'est pas qu'une infrastructure, mais aussi un avertissement, qu'en pensez-vous? Souhaitez-vous d'autres histoires de ce genre? Abonnez-vous et activez la cloche. Nous vous proposons des vidéos sur les cultures noires, les civilisations, l'histoire et la grandeur des peuples noirs. Merci d'avoir regardé. Restez à l'écoute pour la prochaine vidéo.